Bonsoir à toutes et à tous. On va s'intéresser dans cette édition de Défense principalement à la haute technologie, à la manière surtout dont Israël a de surpasser les obstacles au cours de cette guerre depuis le 7 octobre. Alors d'abord, on commence avec vous, Océane Nicole. Israël exporte sa haute technologie, ça on le sait, mais est-ce que ça là se passe malgré la guerre ? Tout à fait, Mathias. Dernier exemple en date, eh bien c'était la semaine dernière. Le géant américain Google a racheté l'entreprise israélienne de cybersécurité Wiz. Montant total de la transaction, accrochez-vous bien, Mathias, 32 milliards de dollars. Il faut savoir que c'est la plus importante acquisition d'une entreprise de technologie israélienne. Et c'est le symbole pour Israël des prouesses technologiques et aussi de la résilience des entreprises israéliennes pendant cette période difficile de guerre. Autre exemple, cette fois, toujours dans le domaine de la cyber, c'est Sola Sécurité qui a levé il y a 2 semaines de cela 30 millions de dollars pour une solution de cybersécurité en libre service destinée aux entreprises pour sécuriser leur réseau et leurs actifs contre les attaques. Alors il y a le domaine évidemment de la cybersécurité qui attire beaucoup de pays à l'étranger, puisqu'Israël c'est un peu considéré comme le pays de la cybersécurité, mais il y a aussi d'autres domaines, notamment domaine militaire, qui attire beaucoup, et il y a des transactions qui se font très régulièrement entre des géants israéliens, entre des entreprises israéliennes qui vendent donc leurs services à des entreprises étrangères et notamment des entreprises européennes, même si évidemment ces entreprises n'en parlent pas beaucoup. On peut prendre l'exemple de l'entreprise française basée à Marseille, Eurolix, et même si Israël est pas aidé, on peut prendre l'exemple de l'année dernière lorsque les entreprises israéliennes ont été refusées d'entrer. Elles n'ont pas pu rentrer au salon Eurosatori, puisque la France, sur fond de guerre dans la bande de Gaza, avait annulé tout simplement la participation des entreprises israéliennes à ce salon international de défense. Malgré ce contexte extrêmement compliqué, on peut dire qu'Israël arrive malgré tout, et les entreprises israéliennes arrivent malgré tout à vendre ce qu'il se passe ici, à vendre leurs produits à l'étranger, et ça attire toujours les entreprises à l'étranger, notamment les entreprises européennes. Merci Océane. Alors on va parler aussi d'une société qui a justement utilisé le savoir-faire en haute technologie et également le savoir-faire sécuritaire et militaire, ou comment les unités d'élite ou toutes les forces de sécurité peuvent s'entraîner sous forme d'un simulateur. Un reportage signé Shani Guidalian, on en parle juste après. Sur le terrain, chaque seconde compte. Les forces spéciales doivent être capables de réagir en un instant à toutes les menaces. Mais comment s'entraîner à l'imprévisible ? La réponse pourrait bien se trouver ici, dans cette salle d'entraînement high-tech, où la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle révolutionnent la formation des soldats. À première vue, cette pièce semble banale, mais dans quelques minutes, elle deviendra un véritable champ de bataille grâce à la technologie de Combatica. L'objectif est de confronter les soldats des forces spéciales au scénario qu'ils pourraient rencontrer sur le champ de bataille, sans risque, mais avec un maximum de réalisme. L'entraînement commence. Équipés de casques de réalité virtuelle et d'armes factices, ces soldats sont plongés dans un environnement immersif. Chaque détail est conçu pour reproduire les conditions d'un affrontement réel. Une prise d'otage, une embuscade en zone urbaine, ou bien sauver ses frères d'armes d'un bâtiment piégé. ומתחילה מצד ימין. פצוע! פצוע! ירי מדרום! פצוע! ירי מדרום! יורים עליי! Mais ici, ce ne sont pas de simples exercices prédéfinis. Grâce à l'intelligence artificielle, chaque scénario évolue en temps réel en fonction des décisions des soldats. Les ennemis réagissent, s'adaptent, prennent en compte leur environnement et exploitent les failles des tactiques utilisées. L'erreur n'est pas seulement possible, elle est ensuite analysée et corrigée. לנו מאוד מאוד חשוב לאמן את היכולת קבלת החלטות של הכוח, בדגש על הפיקוד בכוח, על ידי זה שאנחנו זורקים אותם לתוך סיטואציות מאוד מאוד מורכבות, שנדרשות בתקשורת גבוהה מאוד בין כל חברי הצוות כדי להצליח, וקבלת החלטות נכונה של הסגל הפיקודי. Chaque session est suivie d'un débriefing détaillé.
Le système enregistre et analyse chaque mouvement, chaque tir, chaque décision prise sur le terrain virtuel. Une fois la simulation terminée, les soldats peuvent identifier les erreurs commises et optimiser leur réaction. קיבלו כדור כי חשבו שהם מחבלים, היה פה דוץ. היה פה דוץ בגלל שזוג הלך לבד, בלי לעדכן את יתר הכוחות, בלי שהמפקד ידע. בתחילת האימון בעצם הם תקשרו בצורה לא נכונה. חלק מהחיילים הסתערו קדימה כשאחרים נשארו מאחור, ונוצר מצב של ירי דו צדדי. במהלך האימון, אחרי שתרגלנו וראינו מה קורה כשאין תקשורת טובה, הם מאוד שיפרו את התקשורת. La technologie développée par Combatica pourrait bien marquer un tournant dans la formation des unités d'élite. Plus flexible, plus immersive et moins coûteuse que les entraînements traditionnels, elle permet de préparer les soldats à l'inattendu, avec des scénarios toujours renouvelés. Un entraînement plus rapide, plus intensif et surtout plus efficace. Cette technologie révolutionne l'entraînement des forces armées car sur le champ de bataille, chaque seconde compte. Avec la réalité virtuelle de Combatica, les forces spéciales repoussent les limites de l'entraînement. Une immersion totale pour une préparation à toute épreuve. Et pour aller plus loin, justement, dans ce nouveau système et cette technologie, avec moi, Yair Rothenberg et Itai Barezi. Merci, messieurs, d'être avec nous. Qui veut commencer? Qui veut expliquer pourquoi c'est révolutionnaire? Pourquoi c'est exceptionnel, cette technologie? Yair. Notre technologie permet, aujourd'hui, si une force veut s'entraîner, eh bien, il faut décider 1 mois ou 2 mois à l'avance, trouver un lieu où s'entraîner, il faut qu'il y ait de la logistique, il faut avoir des règles de sécurité. Or, avec notre système, ça n'est pas nécessaire. C'est-à-dire que c'est un système qui est mobile, et on n'a pas besoin d'un camion, c'est très facile à faire fonctionner et le plus important, c'est que c'est un système de réalité virtuelle et on simule le tir, donc on n'a aucun risque, c'est-à-dire que on n'a pas de problème de sécurité et de restriction non plus, et cela vous permet de vous entraîner quand et où vous le voulez et de la manière que vous le désirez. J'ai testé un simulateur Itai aux États-Unis, enfin en France, mais un simulateur américain, lors d'un salon Eurosatori, pour ne pas le citer. J'avais l'impression d'être dans le jeu. Quand je vous vois, j'ai pas l'impression d'être dans le jeu, j'ai l'impression d'être dans la guerre. C'est quoi la différence au niveau technologique? Ce qui permet d'avoir cette différence, ce n'est pas seulement la technologie qui est dans le casque, mais aussi le logiciel. Qu'il s'agisse des sons, des sensations qu'on peut avoir, ou les moments très tendus, c'est quelque chose qui vous fait sortir de la réalité et vous permet d'être dans une expérience. Et c'est cela qui fait toute la différence dans ce que vous ressentez. Oui. Nous aussi, nous étions à Eurosatori. Ah ben voilà, la prochaine fois, je viendrai vous voir. Ce qui m'impressionne, c'est que ni l'un ni l'autre n'a eu de formation d'unité d'élite. Comment ça vous est venu en tête? Qui a écrit le scénario de ce simulateur pour unité d'élite? À vrai dire, c'est une histoire qui est intéressante. Nous sommes 3 concepteurs, Itai, moi-même et RL Herzog. Nous sommes rencontrés lors de notre service militaire. Et pendant ce service militaire, nous avons réussi à prouver que le Hezbollah avait 15 ans d'avance sur Tzahal en matière de simulateurs. Oui, au moins une quinzaine d'années. Leur technologie ressemblait à des jeux des années 90, c'était en 2018. Ça veut dire que le Hezbollah a développé des capacités technologiques qui étaient en avance sur celles développées en Israël? Ça semble fou quand même.
Oui, leur technologie, en tout cas à l'époque, en 2018, était bien plus avancée que la nôtre. Et donc on a réussi à prouver cela. Et on nous a confié la mission de créer un groupe de travail pour résoudre ce problème. Donc nous avons créé un laboratoire de développement de simulateurs de réalité virtuelle. Et pendant notre service militaire, on a réussi à faire entraîner près de 3000 combattants sur 2 ans dans toutes les armées, l'armée de l'air, l'armée de terre, les blindés, la marine. On a développé tout cela au sein de l'armée et pendant le Covid, on avait un manque d'effectifs. Donc c'était difficile. Et nous étions militaires de carrière à l'époque, on a quitté l'armée et ensuite on a créé cette entreprise Combatica pour redévelopper tout cela et on a réussi à faire tout ce qu'on voulait et aussi on a appris beaucoup de choses au cours de notre service. Voilà, nous n'étions pas des combattants exceptionnels, mais parce que pendant notre service militaire, on a rencontré tellement de combattants et tellement d'unités différentes, eh bien, on a acquis des connaissances qui sont pratiquement impossibles à acquérir autrement. Ita, et moi, ce qui m'a impressionné, c'est que en fait, c'est une guerre urbaine. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une guerre de proximité, mais c'est au détail près. C'est-à-dire que vraiment, on peut aller derrière un mur, se cacher derrière une porte, on peut intervenir à n'importe quel moment. Et ce que je vois dans le bon reportage de Shani Gdalia, c'est qu'à un moment, il y a par exemple deux soldats qui sont en période de simulation qui se tamponnent. C'est-à-dire qu'il y a même aussi cet effet-là de « je ne sais pas où je suis ». Oui, effectivement, ça arrive et ça arrive quand on est sous pression. C'est-à-dire que souvent les soldats s'entraînent au quotidien, mais dans une atmosphère très apaisée. Et puis tout d'un coup, lorsqu'ils sont sur le terrain et qu'on leur tire dessus et qu'ils comprennent qu'il peut y avoir des victimes, eh bien le stress augmente nettement et ils sont sous pression. Et là, les gens perdent un peu leurs facultés. C'est cela qui rend notre expérience si intéressante. C'est-à-dire que la première fois qu'ils vivent cela, c'est chez nous et pas en réalité. Cela permet de sauver des vies et de mieux les préparer. Est-ce que des soldats, pendant la guerre du 7 octobre, se sont entraînés à ce simulateur et sont partis ensuite au combat? Oui, évidemment. Le 7 octobre lui-même, nous étions en train d'installer notre système chez un client à l'étranger et très peu de temps après, nous avons lancé une collaboration avec Raphaël pour entraîner des réservistes qui, des gens qui devaient quitter leur travail et très rapidement entrer en combat. Donc il fallait les entraîner et cette collaboration avec Raphaël nous a permis de former des réservistes et aussi des soldats de l'armée régulière et des groupes d'intervention rapide. Jusqu'à présent, on a entraîné des milliers de combattants depuis le 7 octobre et le système s'est amélioré parce qu'on a reçu des réactions qui viennent du terrain. En fin de compte, lorsqu'on est en combat en zone urbaine, c'est la situation la plus complexe qui soit. Et quand ces gens-là reviennent nous voir et dire non, on a fait face à telle ou telle situation, par exemple, quelqu'un est venu d'une pièce qui se trouvait sur le côté, permettez-moi de m'entraîner, eh bien, on a réussi à faire en sorte que les soldats entrent véritablement. Donc c'est un scénario qui est sans arrêt en mouvement, c'est un algorithme qui se change à chaque fois, qui est évolutif. Notre système, on ne cesse de le développer.
avec les réactions et les demandes des clients. Alors, est-ce que on peut avoir véritablement quelque chose qui est identique à la réalité? Non. Mais quand on a du combat aux zones urbaines, on arrive à très bien simuler et les combattants reviennent. Et je peux dire qu'après, peu après le 7 octobre, eh bien, des combattants, on les a vus transpirer. Et c'est grâce à l'expérience qu'ils ont vécue avec notre système. Itai Baresi, je peux être donc avec ce simulateur soit un Mistar Avim qui agit en plein souk, je peux être un soldat d'élite de l'unité d'Oudevan, je peux être un soldat d'infanterie à Gaza ou au Liban, je peux tout être en fait. Oui, c'est tout à fait ça, c'est ça qui, peu importe quel niveau de combat, que vous soyez très expérimenté ou pas, on n'essaye pas d'enseigner le combat. On donne tous les outils pour créer un scénario auquel il risque d'être confronté dans la réalité. Et ça permet de faire des détails, d'avoir des détails qu'on ne peut voir qu'en situation véritable de combat. Et aussi de créer des scénarios et parfois voilà des scénarios un peu extrêmes, c'est-à-dire qu'on ne croit pas qu'on peut l'avoir, mais il faut aussi exercer quand même. Merci beaucoup Yair Rothenberg et Itai Baresi. Quand le cerveau justement apporte son savoir avec le sécuritaire, ben, ça fait Combatica. Merci à vous messieurs d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci Mathias. Et nous revoilà donc dans notre studio et on va parler également d'un investissement assez particulier où la CIA, c'est-à-dire la grande centrale d'intelligence américaine, vient d'investir plusieurs millions de dollars dans une société de cybersécurité israélienne. Shani Guidalia, bonsoir, vous avez les détails justement. Oui, tout à fait. C'est une start-up qui est née après le 7 octobre avec une mission en particulier qui est d'accélérer l'intégration des nouvelles technologies dans les forces armées. Et pour ça, la start-up a développé une plateforme qui permet aux forces armées d'adopter rapidement toutes les innovations civiles. Ça peut être des drones, des capteurs, tout ce qui a trait à l'intelligence artificielle et tout peut être intégré et testé en un temps record, ce qui permet donc d'économiser beaucoup d'années de développement et de bureaucratie. Et cette idée a séduit beaucoup d'investisseurs et notamment le In-Q-Tel qui est le fonds d'investissement de la CIA. Donc les États-Unis voient en Kela un allié stratégique et ce n'est pas pour rien puisque on le sait, Israël a toujours été le laboratoire militaire des États-Unis et cette coopération Israël-États-Unis aujourd'hui prend une autre dimension puisque en investissant dans Kela, la CIA ne veut pas seulement observer cette innovation israélienne, elle veut pouvoir la structurer pour pouvoir à terme l'utiliser dans ses forces armées, ce qui pourrait véritablement faire la différence sur le champ de bataille. On sait qu'aujourd'hui, tout ce qui a trait aux innovations technologiques, ça fait partie intégrante du domaine militaire puisque l'armée ne développe plus totalement ses propres solutions de A à Z. Elle utilise ce qui est déjà disponible sur le marché civil. Donc en quelques mois, avec cette idée, Kela a levé 39 millions de dollars et une fois le logiciel testé en Israël, la société veut pouvoir s'investir dans les marchés américains et européens. Merci Shani. Alors pour aller plus loin justement, j'ai demandé à Guy Tavanto, un responsable du service cybersécurité de Systrans Equans. Merci d'être avec nous Guy. Ma question est simple. Est-ce que le marché du cybersécurité, de la cybersécurité est impacté par la guerre? En clair, est-ce qu'une société française va rechigner à passer des contrats avec une israélienne pendant la période de guerre? Oui, donc bonjour Mathias, bonjour à tous. Alors moi, ma perception, il faut bien voir que je travaille aussi dans un domaine qui est celui lié au transport. Donc la réponse, elle peut pas forcément être généralisée à l'ensemble des domaines d'activité. Moi, mon ressenti,
c'est que il n'y a pas de réticence. En tout cas, moi, j'en ai jamais ressenti de réticence donc à travailler avec des sociétés israéliennes. Vraiment, le critère de décision, ce sont des critères plutôt classiques, c'est-à-dire des critères d'efficacité, des critères de coût, des critères en fait de support. Est-ce qu'on peut compter sur le support de la société qui fournit les outils? Nous, on travaille avec des sociétés israéliennes. Par exemple, on a travaillé avec des sociétés comme Wiz, également des sociétés comme XM Cyber pour détecter en fait des chemins d'attaque de vulnérabilité. Donc moi, ma perception dans mon domaine, et je peux parler que pour mon domaine, je n'ai pas du tout l'impression qu'il y ait des réticences. Après, si jamais c'était domaine lié à la sécurité nationale, choses pour lesquelles pour l'instant je ne suis pas concerné, il y aurait peut-être sans doute d'autres considérations, mais qui ne seraient pas forcément focalisées sur des sociétés israéliennes, mais d'une manière générale, on se poserait la question de l'origine des solutions, quel que soit presque le pays. C'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire que, en clair, ce que l'on appelle le B2B, c'est-à-dire de société à société, visiblement, tout va bien, c'est plutôt G2G que ça pose problème, c'est-à-dire gouvernement à gouvernement. C'est mon impression, et je le répète encore, dans mon domaine. Mais dans mon domaine, non, c'est le choix de la meilleure solution technique, économique, et est-ce qu'on peut compter sur un support efficace? Est-ce que, pour vous, c'est surprenant que la CIA soit précurseur? C'est-à-dire que, pour l'instant, on n'a pas encore vu la DGSE, pour ne pas la citer, investir autant de millions d'euros ou de dollars dans des sociétés israéliennes. Alors, je pense que vous connaissez comme moi que l'esprit américain n'est pas l'esprit en France. Il y a des mécanismes, il y a des moyens, et il y a tout simplement, je pense, une forme d'état d'esprit qui est sans doute spécifique au pays. Et je pense que ça explique. Mais en même temps, moi, je suis pas dans les domaines qui permettraient d'avoir une position claire et nette. Donc c'est ce qui explique les différences. Ce ne sont pas les mêmes moyens, le même état d'esprit. Donc ça doit orienter forcément des choix de financement effectivement participatif avec un retour économique. Guy Davantour, quand vous dites que vous travaillez avec des sociétés israéliennes, en quoi véritablement la guerre du 7 octobre a un impact concrètement sur les marchés? Est-ce qu'il y a une certaine réticence ou pas? Parce que effectivement, Israël a une partie de ses services de sécurité ont failli aussi à la protection de l'État. Est-ce que ça aussi, c'est à prendre en compte, ou vous dites c'est purement commercial, purement économique? Non, moi de mon point de vue, là encore, c'est vraiment purement commercial, purement économique. On fait une différenciation entre des services, du support qui sont réalisés au niveau d'un État et des services, des offres techniques et économiques qui sont réalisées, je veux dire, entre sociétés. Je pense pas du tout que l'on fasse un lien, on tire une conclusion d'un état de choses vers un autre état de choses. Vraiment, nous, quand on est dans un domaine de travail de cybersécurité, là encore, je le répète, c'est meilleure solution, meilleur coût, et on va pas regarder, faire des extrapolations dans un domaine de toute façon que l'on ne maîtrise pas, que l'on ne connaît pas. Comment vous expliquez d'ailleurs? En tout cas, c'est mon ressenti et mon point de vue. Comment vous expliquez dans le domaine où je suis? Oui, alors c'est le transport principalement. Comment vous expliquez que la cybersécurité israélienne connaît un essor depuis le 7 octobre? Est-ce que ce n'est pas paradoxal ou c'est moi qui me trompe? Alors déjà, les sociétés israéliennes ont toujours eu une très bonne réputation. C'est-à-dire que même les gens qui sont pas spécialistes en cybersécurité, mais par exemple qui connaissent très bien la technique, des administrateurs ici, des gens qui sont plutôt très très calés techniquement, ils ont tous plus ou moins entendu parler, par exemple, de l'unité 8200. Donc il y a aussi une sorte d'aura qui existait avant. Et là, je suis pas en mesure de dire si elle s'est encore développée. J'ai pas le retour. Je suis pas dans un circuit. Je suis pas dans un circuit d'affaires, dans un circuit qui me permette d'avoir ce type de perception. Mais vous êtes enseignant. Mais vous êtes aussi enseignant. Est-ce que les élèves sont réceptifs
du savoir-faire made in Israël, malgré tout ce qui peut se dire autour du 7 octobre? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que les sociétés israéliennes ont une très bonne réputation. Et que même quand les gens ont une perception qui pourrait être négative, par exemple d'Israël, malgré tout, ils reconnaissent, j'allais dire, la compétence des sociétés. C'est ce que vos élèves vous disent? Oui, c'est la perception que j'ai. C'est vraiment, même s'il peut y avoir des réticences, moi, je suis pas du tout engagé sur un plan politique. Mais moi, ce que j'ai constaté, c'est que même des gens qui peuvent ne pas partager ce qui se passe reconnaissent la compétence. Vraiment reconnaissent. Alors, on l'a bien vu lors de l'affaire des beepers qui ont explosé. Quand même, j'allais dire, quelle que soit l'opinion des personnes, ça a été quand même perçu comme un symbole d'une très grande maîtrise. Donc pour résumer en quelque sorte cet entretien, pour vous, la guerre du 7 octobre n'a que très peu impacté le tissu économique, les relations économiques entre les entreprises de cybersécurité françaises, européennes et Israël. De mon point de vue, dans le domaine où je suis, et je ne crois pas du tout que les gens aient tiré des conséquences à la baisse des événements du 7 octobre. Je dirais même que ça a encore attiré plus le regard sur la compétence des équipes. Enfin, moi, c'est vraiment ma perception. Et je vous dis, c'est un regard que j'espère avoir le plus neutre possible, parce que c'est également le choix qui est réalisé, les choix technologiques, c'est que ça ne vient jamais à l'idée, enfin, en tout cas, à notre niveau, à mon niveau, d'envisager toute autre considération. Et je pense que même les événements qui se sont produits n'ont pas du tout, je dirais même, amélioré l'image, je pense, des sociétés technologiques. Merci. C'était mon point de vue. Écoutez, il est clair, du moins. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. C'est la fin de ce numéro de Défense et on se retrouve très rapidement sur i24 News. Bonne soirée à tous et à toutes.